Monsieur Loïc Leflo, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner en direct depuis Paris et merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'ancien PDG d'Air Aquitaine enlevé le 15 septembre 2012 à Abidjan, expédié au Togo, donc puis embasté pendant des mois à la gendarmerie nationale togolaise. Eh bien, au sortir de cette douloureuse expérience, vous publiez un livre qui constitue votre actualité du moment, Le Mouton Noir, dans lequel vous racontez votre mésaventure togolaise. Et c'est justement ce plan de livre, de votre livre, j'allais dire, Le Mouton Noir qui nous intéresse et qui est l'objet de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder. Encore une fois, merci. Donc, on va tout de suite entamer cet entretien. Donc, comme vous le relevez dans votre livre, Le Mouton Noir, votre séjour à la gendarmerie nationale togolaise devrait être de très courte durée, donc 24 heures maximum, a-t-on lu dans le livre que vous venez de paraître. Et pourtant, vous y aviez passé de longs mois, hein. Donc, Monsieur Loïc Leflo-Prigent, résumez et nous à ce à quoi a ressemblé votre détention au palais du patron des lieux, le capitaine Akakpo, le monsieur des recherches et investigations. Écoutez, tout d'abord, j'ai été kidnappé à Abidjan, c'est-à-dire qu'il n'y avait absolument aucune raison de cette arrestation et aucune raison surtout de mon départ sur Lomé, puisque la loi ivoirienne et la loi de la CEDEAO, c'est-à-dire l'Organisation des États d'Afrique de l'Ouest, a été bafouée. Et par ailleurs, il faut bien le reconnaître aussi, l'État français n'a pas défendu un de ses ressortissants comme il aurait dû le faire. Ça, c'est clair. Alors, je suis arrivé à Lomé et les conditions d'incarcération que j'ai eues à la gendarmerie nationale ont été incontestablement meilleures que celles que j'aurais pu avoir à la prison de Lomé. Donc, ça, c'est un fait. Mais meilleur ne veut pas dire le paradis. C'est-à-dire que j'étais dans le bureau de l'adjoint du capitaine Akakpo, dont vous avez cité le nom, et qui était absent dans un premier temps, puis qui a été présent, mais qui est parti dans un autre bureau dans la journée. J'étais sur un matelas dans un bureau pendant 5 mois et 11 jours. Le problème principal pour moi étant que j'avais une tumeur à la jambe cancéreuse et qu'il fallait absolument enlever, avec une médicalisation adaptée qui n'existait ni au Togo, ni à Abidjan, ni dans aucun pays limitrophe, et qu'il fallait absolument me rapatrier en Europe, ce qui a été fait seulement au bout de 5 mois et 10 jours, et j'ai réussi à sauver ma jambe et la vie, et par conséquent, je suis reconnaissant à tous les gens qui ont pu me tirer de ce mauvais pas. Justement, eh bien, Monsieur Loïc Leflo-Prigent, comment expliquez-vous votre subit transfèrement d'Abidjan à Lomé? N'avez-vous pas une bonne relation avec le président ivoirien Alassane Ouattara, ou diriez-vous tout simplement que le président Ouattara ou les autorités ivoiriennes ont été complices pour admettre une telle trahison? Écoutez, je n'ai pas eu de relation sinon très lointaine avec le président Ouattara, mais j'étais dans les bureaux de la présidence 2 jours auparavant pour traiter des questions pétrolières. Je connaissais et j'avais vu un certain nombre de ses ministres, dont bien sûr le ministre du pétrole, et je n'imaginais pas ce traitement de la part des autorités ivoiriennes. Quelle part a-t-il prise à cet enlèvement et à mon transfert illégal vers le Togo? Je n'en ai pas la confirmation évidente, mais je vois mal comment l'ancien président de la SNCF, de Elf, de Gaz de France et de Rhône-Poulenc pouvait être transféré illégalement dans un autre pays, à savoir le Togo, sans que le chef de l'État soit au courant. Je l'imagine mal, mais maintenant, que dans la mesure où c'était sur les ondes dès le matin, et que pendant tout le samedi 15 septembre, ceci est apparu, je pense qu'il a dû regarder ou écouter la radio à un moment. C'est clair. Eh bien, qu'est-ce qui a été le plus
éprouvant dans votre mésaventure, hein, votre détention ou votre santé, puisque vous souffrez d'une tumeur à la jambe et vous devez être opéré? C'est incontestablement le premier problème que j'ai eu, c'est les coups que j'ai reçus dans l'aéroport d'Abidjan, sans que personne ne s'en émeuve, à la fois ceux qui me regardaient et ceux qui me donnaient des coups. Là, j'ai quand même mon âge, j'ai quelques respectabilités, me semble-t-il. Me faire traiter de crapule en me faisant bourrer de coups, ça, je n'imaginais pas que ce soit possible dans un pays africain, et pas plus en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. Là, la deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où j'ai été au Togo, le fait de dire mais je suis malade et je dois être opéré n'inquiétait personne, pas plus les gens en autorité judiciaire qu'en autorité tout court. Donc la vie de quelqu'un comme moi, d'un ressortissant français normal, ne les intéressait absolument pas. Je n'ai pas eu à un moment quelqu'un qui m'a dit on va examiner votre problème. On va examiner votre cas, c'est-à-dire que votre santé va mal, on va la regarder. Et à chaque fois que j'évoquais le fait que j'avais un problème médical, c'était l'indifférence, voire l'hostilité. Et ça, c'est proprement ahurissant dans une Afrique que je connais, et dans laquelle j'ai vécu 30 années de ma vie. Pour moi, ce régime en place qui était capable de produire de tels individus était un régime qui n'était même pas africain, qui n'était pas humain. Donc, Monsieur Loïc Loflo-Prigent, apparemment, votre état de santé n'a pas pu du tout préoccuper les autorités judiciaires qui ont fait traîner intentionnellement votre procédure, hein? Qui n'ont même pas imaginé qu'un examen pouvait être important à effectuer. Et ce n'est que lorsque les photos de ma tumeur ont éclaboussé les journaux français que quelqu'un est venu sans regarder ma tumeur et en me demandant si j'acceptais de me faire opérer sans même on sache de quoi. Eh bien, dans cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder après votre livre que vous venez de sortir, Le Mouton Noir, en direct depuis Lomé, notre correspondante Fabi Kouassi, qui a également suivi de bout en bout cette enquête sur l'escroquerie internationale. Fabi Kouassi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Loïc Loflo-Prigent. Bonsoir, madame. J'ai deux préoccupations pour l'instant. La première, c'est que vous êtes censé avoir quand même de très bons rapports avec le régime togolais, du moins quand on lit votre livre Le Mouton Noir en 2006 et 2008, vous avez eu à intervenir dans un dossier de la CET et puis par rapport à une entreprise au niveau de la France dont vous êtes le président d'honneur. Maintenant, vous êtes quelqu'un qui a toujours eu de très bons rapports avec le continent africain. Comment comprendre que le régime togolais vous ait maltraité alors que vous étiez censé être un ami du Togo? Eh bien, Monsieur Loflo-Prigent, vous avez suivi la question de notre correspondant Fabi Kouassi depuis Lomé? Donc, j'ai très bien suivi et je comprends très bien sa question. Alors, moi, j'ai été appelé par des amis qui étaient proches du régime togolais et j'ai répondu à une question simple qui était une question qui tient à mes compétences dans le domaine pétrolier et gazier. Et par conséquent, j'ai répondu à ces questions et je suis venu plusieurs fois répondre aux questions et voir les responsables togolais. Je n'ai pas imaginé une minute que ces gens que j'avais en face de moi pouvaient se comporter comme ils se sont comportés ultérieurement. Je n'arrive pas à le comprendre encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne vois pas quel était leur intérêt et sur moi et je ne vois pas quel est leur degré d'humanité dans ce qu'ils ont pu effectuer au cours de cette période.
Et disons que j'ai eu le sentiment, et je le répète une nouvelle fois, à être en face d'un régime qui ressemblait plus à la Corée du Nord qu'à l'Afrique que je connaissais. Justement, Fabi Kwasi, vous l'avez suivi? Oui, j'ai suivi, j'ai une seconde préoccupation, si vous permettez. Quelque chose de frappant au cours de votre incarcération, Monsieur le Président, le silence de vos amis africains, justement, parlons-en, notamment le chef d'État, surtout le président congolais, Denis Sassou Nguesso, avec qui vous avez quand même de très bons rapports. Comment expliquez-vous quand même ce silence par rapport à l'inhumanité dont vous avez été victime, pour ne pas dire même la torture morale, psychologique, physique que vous avez endurée à la gendarmerie nationale du Togo? Loïc Lofro-Prigent. Vous avez raison, madame, de poser cette question. C'est une question que je me pose tous les jours. C'est un silence assourdissant. Alors, ils m'ont fait savoir, les uns et les autres, qu'ils étaient beaucoup intervenus auprès du président togolais. Je n'en ai pas la certitude, mais en tous les cas, ce que je peux observer, c'est que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils ont dit avoir fait. Et par conséquent, je leur demande aux uns et aux autres des explications, et je leur demande toujours des explications dans leur aptitude à continuer à serrer la main de quelqu'un qui est le président d'un État qui m'a fait ça. Et donc, je mesure leur degré d'amitié à mon égard, à leur aptitude à ne pas serrer ou à serrer la main. Eh bien, revenons au vif du sujet. Et vous êtes incarcéré au Togo dans une affaire baptisée d'escroquerie internationale. Donc, Loïc Lofro-Prigent, avez-vous connaissance de cette affaire entre notamment messieurs Agba Bertin et Abbas Al-Youssef, le plaignant, et accessoirement l'ancien ministre de l'administration territoriale Pascal Bojona? Écoutez, j'ai effectivement connu tous les gens dont vous venez de parler. Au bout de 5 mois et 11 jours de détention, je n'ai toujours pas vu le début de la couleur d'un bout de dossier sur le sujet, et par conséquent, je finis par penser que c'est une manipulation des uns et des autres, plus qu'une véritable affaire. Je commence même à douter qu'il y ait eu de l'argent dépensé en la matière. C'est-à-dire que je considère que c'est une affaire extravagante dont l'origine est essentiellement les difficultés qu'avait le président togolais à écarter le ministre des collectivités territoriales, Pascal Bojona. Je pense que l'origine des affaires est là, et que mon transfert de Côte d'Ivoire avait simplement pour but de faire un échange de bons procédés entre les deux présidents. Donc je pense qu'il n'y a rien dans toute cette affaire dite d'escroquerie internationale, il n'y a pas un mot de vrai. Exactement. Eh bien, actuellement, également, l'ancien ministre de l'administration territoriale, Pascal Bojona, est également en liberté provisoire dans cette affaire. Est-ce que vous avez encore des relations? Est-ce que vous le contactez? J'en avais eu très peu, parce que je l'ai vu 2 fois dans toute ma vie, et je n'ai jamais eu aucune relation avec lui. C'est ce que j'ai expliqué à tous ces juges, à tous ces prétendus juges, parce que de juges, ils n'en ont que le titre, ils n'en ont pas la réalité. Donc, écoutez, ceci est une affaire vraisemblablement interne à la politique togolaise, dans laquelle je n'ai aucune envie de m'insérer, et que je laisse volontiers aux Togolais. Exactement bien. Et Monsieur Loïc Lofro-Prigent, de vous à nous, ne dit-on pas souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Est-ce que vous ne vous reprochez rien dans cette affaire d'escroquerie internationale? Disons que je ne voudrais pas revenir sur 45 000 adages qui n'ont pas de valeur. L'idée générale, c'est que il y a eu un problème, que ce problème est clair aujourd'hui. C'est la lutte entre le numéro 1 et le numéro 2 togolais. D'accord. Et ça me concerne pas. D'accord. Eh bien, on va relancer notre correspondante Fabi Kwasi à Lomé, si elle a encore des préoccupations. Fabi Kwasi? Oui, j'en ai plusieurs. Monsieur Prigent, vous écrivez dans Le Mouton Noir, loin d'être la victime d'une escroquerie que j'aurais moi-même ourdi
aux côtés d'autres fâcheux personnages. Il s'est livré à une affabulation. Il l'a mis pour Abbas Youssef, bien sûr. Il s'est livré à une affabulation pour son propre compte, mais encore, et c'est l'envers inaperçu du dossier, pour le compte d'un chef d'État qu'il aurait grossièrement instrumentalisé afin de mieux consolider sa position. Monsieur Prigent, pensez-vous que Monsieur Faure Gnassingbé, le chef de l'État togolais, tirerait personnellement les ficelles de cette affaire pour anéantir Pascal Bodiona, le ministre d'alors? Monsieur Locke Le Fou Prigent? Je réponds et je pense ce que j'ai écrit. Fabi Kwasi, vous l'avez suivi? Fabi Kwasi, vous l'avez suivi, sa réponse. Il était bref. Oui, c'est-à-dire qu'il confirme effectivement que le chef de l'État tirait le ficelle. Exactement. Eh bien, monsieur... Je pense que ce que j'ai écrit, je vous le confirme. Ah, d'accord. Eh bien, êtes-vous aussi sain que vous le croyez? Parce que il y avait eu des informations comme quoi vous étiez quand même condamné dans une affaire par le passé et vous avez fait également la prison en France. Oui, ceci n'a rien à voir avec cela. C'est-à-dire que le droit français d'abord existe. C'est-à-dire que je vous dis qu'aujourd'hui, je considère que le droit togolais et les juges togolais n'existent pas. Donc ça, c'est une... Bon. Alors, en droit français, il y a eu des problèmes liés à l'entreprise Elf. Ces problèmes étaient qu'un certain nombre de gens de Elf se sont enrichis, pas moi, et il a fallu que dans la loi française, je sois condamné pour que les gens qui avaient pris de l'argent soient condamnés aussi. C'est ce qui s'est passé. Jamais personne n'a pu démontrer que j'avais pris de l'argent dans cette affaire. J'ai été condamné, j'ai fait de la prison. Cette affaire est derrière moi. Elle a conduit à 17 ans de procédure pénale. Elle n'a absolument rien à voir avec le Togo, mais rien à voir, et disons que c'est une affaire passée. Si jamais on considère que dans le droit français, on paie sa dette à la société, c'est pour que justement on ne revienne pas sur les affaires anciennes, et par conséquent, personne n'a le droit de poser la question telle que vous la posez en France. D'accord. Eh bien, vous dites également que votre libération, vous la devez plutôt à votre femme, hein, mais pas à la France, votre pays, ou à l'État français. Pourquoi? Je dis que si l'État français a fini par se remuer en dernier temps, c'est-à-dire au mois de février 2013, c'est parce que ma France a mobilisé la famille, les amis, et que le scandale provoqué par cette mort annoncée au Togo d'un ancien dirigeant français devenait insupportable à la population française. Et par conséquent, en dernier ressort, l'État français est intervenu et par conséquent, je suis revenu. Eh bien, Fabi Kwasi, vous avez encore des préoccupations, je pense. Oui, vous aviez comparé le Togo à la Corée du Nord dans l'une de vos interviews à la sortie de prison, et puis tout à l'heure même, en début d'émission, est-ce à dire qu'à cause de votre mésaventure, vous n'allez plus mettre un pied au Togo, ou du moins sur le Togo de Faure Gnassingbé? La dictature est quelque chose qui existe au Togo. Elle est héréditaire, comme en Corée du Nord, et par conséquent, j'ai droit de les comparer. Et il est clair que lorsque vous avez, et je reprends l'adage de tout à l'heure, puisqu'on me disait il n'y a pas de fumée sans feu, j'aurais tendance à dire chat échaudé craint l'eau froide. C'est-à-dire que je ne vois pas en quoi aujourd'hui je pourrais faire confiance à qui que ce soit dans un régime pareil. Ça, c'est clair, hein. Et alors, vous soutenez également dans votre livre Visiblement Abidjan, et vous a envoyé à Lomé dans le seul but de noyer le ministre, ou bien l'ancien ministre de l'administration territoriale, Pascal Bodiona. Alors, vous écrivez à cet effet, je cite, « J'aurais dû accepter de dénoncer Pascal Bodiona. C'est ce que je n'ai pas tardé à comprendre. » Alors, monsieur Locke Le Fou Prigent, à Lomé, vous êtes à Lomé pour en finir avec un ex-ministre, c'est quand même cocasse de la part d'un État, non? Non, parce que l'État a envie de montrer qu'il est une démocratie internationale et elle a besoin de la caution de quelqu'un connu internationalement pour se débarrasser de Bodiona.
Et je suis un instrument connu internationalement, et par conséquent, je peux servir. Voilà, c'est tout. Eh bien, nous allons marquer une pause, le temps de continuer cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder depuis la France. Restez toujours en ligne avec nous. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Ici togoactualité.com, togo-online.co.uk, crd-togo.org sont nos partenaires, nos sites partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, retour dans cette émission, dans la rubrique Le micro de Fenêtre sur l'Afrique, entretien avec l'ancien PDG d'Elf Aquitaine, enlevé le 15 septembre 2012 à Abidjan, expédié au Togo et puis embastillé pendant des mois à la gendarmerie togolaise. Il est en ligne, en direct depuis Paris. Et notre correspondante aussi, Fabi Kwasi, nous accompagne dans cette émission. J'espère qu'elle a encore des préoccupations, Fabi Kwasi. Oui, Sylvain, merci. Monsieur Loïc Lefort-Prigent, vous écrivez dans votre livre « Le pouvoir au Togo fait l'objet d'une lutte interne qui ne connaît pas de relâche ». Pourquoi dites-vous ça? Est-ce que vous avez des éléments pour étayer cette affirmation? Monsieur Loïc Lefort-Prigent, vous l'avez suivi, hein? Oui, donc je suis resté 5 mois et 11 jours là-bas. Et j'ai des oreilles et des yeux, et par conséquent j'ai vu que les uns et les autres, c'est-à-dire l'entourage du président, étaient à la fois unis et désunis, et que, comme vous le savez, quand j'étais là-bas, il y a eu les incendies des marchés de Kara et de Lomé, et je me suis aperçu à ce moment-là que les gens qui dirigeaient le pays tiraient un peu dans tous les sens et ne savaient pas comment ils allaient manager cette opération que je dirais de communication. Et à cette occasion toujours, j'ai vu que les dirigeants et ces différents ministres se haïssaient de manière profonde. Voilà. Et j'ai pu l'observer. Exactement. Avant de relancer notre correspondante Fabi Kwasi, Monsieur Lefort-Prigent, vu tout ce que vous avez écrit dans le livre Le Mouton Noir, et ce que vous venez encore une fois de confirmer dans cet entretien, il paraît clairement pour vous que la justice togolaise est aux ordres de l'exécutif. Donc, une justice à tiroir, une justice instrumentalisée, comme le pensent aussi beaucoup d'observateurs nationaux et internationaux. Mais la France, votre pays, estime que le Togo est un État démocratique. On en est pour preuve le silence du président François Hollande. Est-ce que vous avez une réaction? Oui, je suis, moi, très, très fâché d'avoir vu le président togolais venir en France le 14 et 15 novembre, comme s'il était un dirigeant démocratique. Je suis fâché de voir la manière dont on continue à aider un régime qui est un régime dictatorial et un régime de dictature héréditaire, c'est-à-dire pour moi les pires régimes au monde. Et je continue à penser que c'est une erreur fondamentale, à la fois de la République française et à la fois d'un certain nombre de régimes et de présidents africains que de soutenir des régimes pareils. Fabi Kwasi, vous avez encore des préoccupations? Oui, M. Prigent était, en tout cas du moins s'il est assez étonné de
de la posture de nos magistrats togolais. Qu'est-ce qu'ils leur reprochent fondamentalement, notamment par rapport à ce dossier d'escroquerie internationale? Et puis, sur le cas Pascal Bodiona, est-ce que c'est un avis de Loïc Le Floch-Prigent qui pressent qu'on a voulu se servir de lui pour anéantir un ministre, ou bien dans l'instruction, il a senti que les magistrats avaient pour but d'arriver à un tel résultat de sa part? Lui ne le cachait pas dans son livre, dans une certaine façon, mais qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui donne cette confirmation-là, M. Prigent, qu'effectivement, on l'a fait venir au Togo, un État qui a plusieurs choses à faire de plus important, le fait venir, lui, uniquement pour anéantir un ministre? Est-ce qu'il a une confirmation de la part de ces magistrats togolais? Loïc Le Floch-Prigent. Madame, j'ai eu en face de moi des gens qui ont changé. Donc j'en ai eu 3 pendant la première semaine et ensuite 3 autres au bout d'un mois lorsque l'ensemble de la magistrature a changé. Bon. Et donc je suis en mesure de porter un jugement sur 6 magistrats, étant entendu que, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, j'ai eu une procédure judiciaire de 17 ans en France et que j'ai connu un grand nombre de magistrats français et un grand nombre de magistrats d'autres pays également, y compris espagnols. Il n'y a pas de magistrats au Togo aujourd'hui. Ce sont des gens qui n'ont pas la capacité d'analyser, puisqu'ils ne veulent pas faire l'instruction d'un dossier en commençant par le début, c'est-à-dire en ayant la manifestation de pièces leur permettant de travailler, mais la seule chose qui les intéresse, c'est le témoignage et les ordres qu'ils reçoivent. Donc ce n'est pas une magistrature, c'est un corps social qu'il se dit magistrat. Ça, c'est la première chose. La deuxième question que vous me posez, c'est qu'est-ce qui me fait dire qu'il s'agissait de M. Bodiona? C'est que dès que je suis arrivé dans la pièce où on m'interrogeait, la seule question qui m'a été posée, reposée, a été Bodiona. Et donc, les réponses que je donnais n'étant pas satisfaisantes pour mes interlocuteurs, on me disait ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande une autre réponse. Et à la fin, on a dit cette réponse n'est pas satisfaisante, vous n'êtes pas gentil avec nous parce que vous ne donnez pas la bonne réponse. Bon, alors ça, j'appelle ça un conditionnement pour me dire clairement, il faut que vous accusiez M. Bodiona. Et comme visiblement je n'arrivais pas à comprendre, l'un de mes interlocuteurs m'a dit, mais vous comprenez, vous n'avez pas bien compris, il faut que vous accusiez M. Bodiona. Voilà, c'est tout. Voilà. À question simple, réponse simple. D'accord, c'est clair. On a bien compris. Je vous laisse poser une dernière question puisque nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. Fabi Kwasi depuis Lomé. Oui, j'en ai 2, mais en fonction du temps, je vais m'y soumettre. Monsieur Prigent, j'aimerais que vous nous détaillez un peu plus cette affaire-là dans laquelle vous avez eu à intervenir parce que vous avez été sollicité par l'État togolais justement, l'affaire Togo. La CET, la compagnie énergie électrique du Togo, et le groupe GDF Suez, pour lequel vous êtes le président d'honneur. Écoutez, à un moment, alors qu'on est en train de m'embêter et que j'ai été voir l'ambassadeur du Togo en France, qui m'a dit non, il n'y a rien, on continue à avoir des articles de presse sur le sujet, et donc l'avocat du plaignant vient voir mon avocat pour dire, écoutez, on peut effacer tout ça, mais il faut que vous nous aidiez à régler le problème entre la compagnie d'électricité togolaise et l'ancienne compagnie de M. Le Floch-Prigent, GDF Suez, de manière à ce qu'on ne paie pas autant que ce qui est envisagé. Et je réponds que je ne comprends pas pourquoi on ne me le dit pas plus clairement, mais si on me le dit, il faut qu'on me donne un mandat et qu'au moins on arrête
la presse qui n'arrête pas de dire que je suis embarqué dans une affaire d'escroquerie. Et à ce moment-là, tout disparaît et je n'entends plus parler de rien. Et j'apprends par la suite que cette affaire a été effectivement réglée dans des conditions que je dirais assez troubles et qui méritent certainement un examen plus approfondi. Voilà. Fabi Kouassi, je vous laisse poser quand même la dernière question à Monsieur Locke Lefrault-Prigent. Oui, en lisant le mouton noir, Monsieur Prigent ne cessait de dire il fallait que je sauve ma jambe. Je voudrais savoir, monsieur qui ne voulait pas livrer Pascal Bodiona, comme on a voulu lui faire, et qui voulait également sauver sa jambe. Au jour d'aujourd'hui, monsieur Loïc Lefrault-Prigent, avez-vous réussi à sauver cette jambe-là? Ma jambe, oui, et j'en suis bien content parce que ça me permet d'aller à la pêche, d'aller cueillir des champignons sans avoir une prothèse. Et je remercie tous les gens qui ont permis que ça puisse se faire. Et je vous assure que c'est une expérience très difficile, mais que le caractère breton fait que je n'accepte pas qu'on essaie de me faire des choses contre mon éthique. Et donc, il était absolument pour moi impossible que je dise du mal de quelqu'un simplement pour sauver ma jambe ou ma vie. C'est impossible pour moi. D'accord. Eh bien, une information que nous voulons de vous. En clair, dans cette affaire, est-ce que vous êtes finalement en liberté provisoire ou blanchi dans cette affaire d'escroquerie internationale? Qu'en est-il de votre caution payée à la justice togolaise? J'ai payé une caution de 50 000 euros. Il me demandait 6 millions de dollars, et voilà. Et donc j'attends que ceux qui donnent, que quelqu'un au Togo veuille bien arrêter toute cette affaire rocambolesque qui n'a absolument aucun intérêt. Et voilà, mais je ne sais rien de plus et je n'ai aucune envie d'avoir plus avant de relations avec le régime togolais tel qu'il est. Je laisse aux autres le soin de continuer à avoir des relations si ça leur chante. Pour moi, c'est un régime dictatorial et les dictatures, je n'aime pas ça, je suis un démocrate. Bien sûr, je pense que vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous êtes en liberté provisoire ou blanchi dans cette affaire? Non, j'ai jamais été blanchi puisque il y a un concept nouveau dans la vie mondiale qui est le concept togolais de liberté provisoire. Ça n'existe pas. Soit on est en liberté, soit on n'est pas en liberté. Donc le concept de liberté provisoire est un concept uniquement togolais et uniquement de votre régime dictatorial. Eh bien, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder depuis Paris. Eh bien, depuis votre retour en France en 2013, vous avez repris vos activités de conseil en énergie, Europe, Afrique et Moyen-Orient. Et bien évidemment, après avoir suivi quand même des traitements médicaux. Donc, quelles sont aujourd'hui vos relations d'affaires avec certains pays africains après cette affaire d'escroquerie internationale qui a quand même fait grand bruit dans le monde entier? Écoutez, quand les gens ont envie d'avoir mes avis, ils viennent à Paris parce qu'il est hors de question que je me déplace dans des endroits qui continuent à avoir des relations avec le Togo. Monsieur Locke Lefrault-Prigent, merci d'avoir répondu à nos questions en direct depuis Lomé. Eh bien, on rappelle à nos auditeurs que vous venez de publier un livre, Le Mouton Noir, qui est paru le 24 janvier dernier à Paris. Merci d'avoir été des nôtres depuis Paris. Bonsoir chez vous. Le liront et me donneront leurs impressions et je répondrai avec plaisir à leurs questions. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.